Bonjour Anne-Laure. Salut Jimmy. Bonjour à tous. Si certains d'entre vous sont déjà branchés, on attend encore quelques minutes. Donc 11 heures, qui est l'heure de démarrage du webinaire. Voilà, nous on se branche bien sûr un petit peu avant pour voir si les différents éléments techniques sont OK. A priori, ça a l'air d'aller. Je t'entends bien. En tout cas, Anne-Laure, je te vois bien. C'est parfait. Je pense que tu m'entends également. Tout est parfait, oui. Séverine, je vois que tu es branché. Si tu peux juste nous mettre un petit mot dans le chat pour... voilà, c'est parfait. Donc, tout est OK. On va attendre un petit peu. Et on pourra démarrer donc le second webinaire. Donc, quelques minutes. Alors, est-ce que tu peux me dire combien est-ce qu'il y aurait de personnes inscrites pour le moment ou de connectées? Alors, 21 personnes inscrites. Et pour l'instant, de connecter, je ne vois que 2-3 personnes là, qui se sont manifestées sur le chat. Antoine nous a rejoint. Oui, tout à fait. On attend encore quelques minutes que nous passions les 11 heures, puisque c'était l'heure prévue pour démarrer ce webinaire. Attendre les quelques retardataires. Il va être 11 heures bientôt. On va pouvoir commencer. Oui. On va démarrer. Je regarde juste. Je vais remettre le PowerPoint en fond. Voilà. Donc, si tu es OK, non, on va commencer effectivement. On y va, on est parti. Très bien, donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints donc, pour ce second webinaire consacré au financement de la formation professionnelle. Vous allez voir que c'est quand même un sujet à la fois riche, intéressant et vraiment d'actualité. Aujourd'hui, donc, ce webinaire sera animé par Anne-Laure Collat du Greta, donc, qui est responsable formation pour le réseau du Greta Hauts-de-France. Donc, il nous présentera cette thématique pendant, on va dire, une grosse demi-heure, 45 minutes. Bien entendu, on vous invite à poser vos questions dans la partie chat. N'hésitez surtout pas, puisque le webinaire est totalement consacré effectivement à cette interaction rendue possible grâce aux outils numériques. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Pour plein de raisons, si éventuellement on n'avait pas la possibilité de répondre, soit parce que la question est un peu trop compliquée, ou en tout cas il faudrait un peu trop de temps pour pouvoir l'expliciter, on s'engage bien entendu à vous recontacter pour pouvoir effectivement vous donner les éléments complémentaires. Voilà, donc ce webinaire, bien sûr, est organisé par le Greta, donc, qui est le centre de formation à la fois au niveau national et bien sûr au niveau des Hauts-de-France.
et qui propose bien sûr un certain nombre de formations certifiantes ou non pour le compte des entreprises. Voilà, donc Anor, je vais te laisser la parole. Moi, j'interviendrai donc assez régulièrement pour pouvoir effectivement te poser des questions complémentaires. Et bien sûr, mon rôle, c'est d'être parfaitement vigilant par rapport au chat et de te relayer des informations si, et ce que j'espère bien sûr, certains d'entre vous venaient à nous interroger. Merci Jimmy. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Donc, comme l'a précisé Jimmy, je suis responsable de formation pour le réseau des Greta Hauts-de-France. Donc, ce matin, je vais vous exposer pendant 30 minutes, on l'a dit, les différentes possibilités de financement existants pour se former ou former, bien sûr, vos salariés. Alors, dans un monde en pleine mutation, qui est impacté évidemment par l'utilisation massive des nouvelles technologies, on l'a vu en tous les cas pendant cette crise sanitaire, la digitalisation des métiers, notamment, impose de se former tout au long de sa vie professionnelle. Ça, c'est extrêmement important. Et je dirais effectivement que la formation est un outil totalement incontournable pour assurer sa propre employabilité, tout comme celle de ses salariés. Voilà. Donc, on va faire un panorama rapide des dispositifs de financement existants. Donc, je ferai d'abord un premier focus sur le CPF. Comment se former via son CPF, former ses salariés, comment abonder leurs comptes et co-construire avec eux des projets gagnant-gagnant. On fera ensuite un point sur les dispositifs de formation dédiés à l'alternance, puis sur ceux qui concernent effectivement la reconversion, et on fera enfin un focus sur le FNE formation et ses modalités d'application. Ce que je tenais à vous dire, c'est que dès demain, vous pourrez en tous les cas disposer du replay de ce webinaire. Nous vous enverrons bien entendu l'ensemble des slides. Et puis, on fera aussi une foire aux questions, c'est-à-dire que toutes les questions qui vous ont été posées, on y répondra de façon extrêmement précise si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions pendant ce webinaire. Voilà. Donc, durée totale, 45 minutes. N'hésitez pas en tous les cas à poser vos questions via le chat. On est là pour y répondre, que ce soit en direct ou plus tard via cette foire aux questions. Merci beaucoup en tous les cas de votre attention. Premier point, le fameux CPF, compte personnel de formation. Pourquoi est-ce que c'est un dispositif intéressant pour vous et pour les salariés de votre entreprise? Donc, à titre individuel, chaque salarié peut activer son compte CPF et décider de se former. Prenons un exemple. Voilà, je suis commercial, je souhaite effectivement me former sur des missions davantage liées au web marketing. Comment je m'y prends? Je vais d'abord activer mon CPF, c'est-à-dire que je vais renseigner mon numéro de sécurité sociale donc sur l'appli Mon compte formation. Voilà, c'est très simple. Ensuite, je mets un mot de passe, j'active mon compte et là, je vais pouvoir effectivement voir le montant effectivement en euros dont je dispose pour me former. Sachant effectivement que le compte formation est ouvert pour les salariés, les non-salariés, les fonctionnaires aussi. La seule effectivement petit bémol, c'est que les fonctionnaires ont un compte qui est en heures et non pas en euros. Voilà. Donc il faut effectivement demander à la collectivité locale, à l'administration dont vous dépendez, pour mobiliser effectivement votre compte. Donc, une fois que j'ai identifié ce montant, j'ai un moteur de recherche qui va pouvoir me permettre effectivement de chercher la formation idoine sur le web marketing, si on reprend effectivement mon exemple. À partir de ce montant, si mon montant n'est pas suffisant, je vais pouvoir compléter ce montant en utilisant ma carte bancaire, donc sur mes fonds propres. Et on verra ensuite comment, après, l'entreprise peut aussi abonder votre compte de formation. Donc voilà, c'est très simple. Je peux simplement compléter le montant résiduel pour pouvoir accéder à la formation de mon choix. Donc, c'est un droit effectivement qui est non cessible. Je ne peux pas effectivement, par exemple, donner ces droits à mon enfant qui souhaiterait préparer son permis de conduire. Et il est à faire valoir pendant l'ensemble de sa vie active. Donc, son utilisation relève de la seule initiative du salarié. On expliquera tout à l'heure comment l'entreprise, effectivement, peut vous inciter en tous les cas, ou si elle abonde votre compte, en tous les cas, elle ne peut pas le faire sans vous. Ça, c'est extrêmement important. Chaque année travaillée donne lieu à une alimentation de votre compte de 500 € par an, 800 si votre niveau est inférieur au CAP ou BEP. Voilà. Alors,
J'attire votre attention sur 2 points extrêmement importants. Vos heures de diff sont à reporter sur votre compte jusqu'au 30 juin 2021. On a eu un délai supplémentaire pour pouvoir reporter ces heures de diff. Ça ne veut pas dire que vous devez les consommer. Par contre, vous devez les reporter. Donc, ces heures de diff peuvent vous donner environ à peu près 1 900 € supplémentaires. Donc, c'est vraiment très important de les reporter sur votre compte. Votre compte est aussi plafonné à hauteur de 5 000 € ou 8 000 effectivement si votre niveau est inférieur à un niveau CAP. Donc voilà. Et surtout aussi, deuxième point de vigilance, ne communiquez jamais effectivement les éléments de votre compte, numéro de sécurité sociale, mot de passe, à n'importe qui. Aucun organisme de formation ne doit les connaître. C'est important. On s'est rendu compte effectivement qu'il y a eu effectivement pas mal de soucis déjà. Petite question, Anne-Laure. C'est entendu que si malheureusement les personnes ne venaient à ne pas transformer anciennement leur DIF, leur heure de DIF en euros dans le CPF avant le 30-06, ils seraient perdus, c'est ça? Tout à fait, exactement. Vos heures sont perdues si vous ne les mobilisez pas et si vous ne les remettez pas sur votre compteur. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver effectivement le montant de ces heures? Sur votre fiche de paye, effectivement, de la fin 2014 ou sur celle de début janvier 2015. Voilà, donc c'est très simple. Ou sinon, vous vous adressez directement à votre employeur. En tous les cas, ces heures, elles existent, il faut les reporter. Ça ne veut pas dire qu'il faut les consommer, mais il faut les reporter. Voilà. Très bien. Donc, on l'a dit, chaque année, la Caisse des dépôts et consignations va alimenter votre compte de 500 € ou de 800 €. Attention, par contre, toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF. Ces formations doivent être effectivement diplômantes ou certifiantes inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, ce n'est pas le cas, par exemple, de tous les CQP. Donc, il faut effectivement bien vérifier que le CQP est bien inscrit au registre national des certifications professionnelles. C'est valable aussi pour un bloc de compétences. Prenons une certification longue. Si l'organisme de formation vous propose juste un bloc de compétences et vous donne une attestation pour ce bloc de compétences et devient certifié, dans ces cas-là, c'est effectivement éligible au CPF. Donc, c'est valable aussi pour tous les habilitations, certifications obligatoires. Le bloc de compétences CLEA aussi est éligible au CPF, la VAE, le bilan de compétences. Par contre, toutes les actions de formation pour le repreneur ou le créateur d'entreprise n'ont pas besoin d'être certifiantes. Voilà. Donc là, on va trouver pléthore d'offres à ce niveau, puisque les organismes de formation qui n'ont pas encore pu rendre les formations éligibles auront tendance effectivement à les mettre sur cette ligne-là. Attention, effectivement, la Caisse des dépôts et consignations pourra ensuite être amenée à faire un peu de ménage. Et bien sûr aussi le code et le permis de conduire, qui est d'ailleurs une formation phare. Voilà, vu CPF. Donc, ça sous-entend, Anne-Laure, que, par exemple, moi, en tant qu'individu lambda, si je veux être formé grâce à ce mode de financement, il n'est pas impossible que si je m'adresse effectivement à un centre de formation, on va dire, de petite taille, les formations qu'elle me propose ne seraient pas éligibles. En tout cas, il faut vérifier ça au préalable, quoi. Oui, tout à fait. De toutes les façons, c'est indispensable que ce soit éligible au CPF. Du coup, on ne peut pas être référencé, sauf effectivement pour les formations dédiées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise. Voilà. Mais c'est aussi à vous, effectivement, de vérifier que c'est bien éligible. Alors, Antoine a une question, Anne-Laure. Pendant combien de temps peut-on être considéré comme créateur d'entreprise? Est-ce que c'est aussi longtemps qu'on est indépendant? Oui, tout à fait. Vous êtes indépendant, donc effectivement, vous êtes créateur d'entreprise et vous pouvez donc accéder à ces formations pour le créateur ou le repreneur d'entreprise. Tout à fait, exactement. Alors, si on prend quelques exemples, par exemple, le TOEIC est éligible tout à fait au CPF. Ça fait partie d'ailleurs des formations phares qui sont demandées dans ce cadre-là. Prenons aussi l'exemple d'une personne qui souhaite être formée sur la gestion de projet. Cette gestion de projet donne lieu à une certification, Prince 2 par exemple. Ça aussi, c'est tout à fait éligible. Prenons aussi le TOSA, bref, CLEA, etc., etc. Donc voilà. Après, si vous voulez, par exemple, être formé sur une formation plus longue, on imagine, par exemple, un titre de chef de projet digital.
Là aussi, c'est tout à fait éligible puisque ce titre est inscrit au registre national des certifications professionnelles. C'est aussi valable pour des diplômes. Voilà. Donc, renseignez-vous aussi auprès des organismes de formation. Alors, le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de formations, que le moteur de recherche, plus 1 million de sessions qui sont proposées, le moteur de recherche n'est pas tout à fait efficient. Donc, vous pouvez aussi vous adresser à votre conseiller en emploi professionnel qui peut aussi vous donner des billes et vous orienter, ou aussi, on le verra tout à l'heure dans le cadre de l'entretien, en parler aussi avec votre employeur. Voilà, donc ça c'est important. Qui peut abonder aussi le CPF? Donc l'entreprise, et ça on va le voir, ça fera l'objet effectivement d'une partie dédiée, l'entreprise peut abonder le CPF de son salarié, mais aussi les OPCO, l'État, les pôles emploi, les conseils régionaux, la GFIP. Voilà, donc ça c'est effectivement très intéressant. On verra aussi que bientôt l'État pourra flécher aussi et mettre effectivement du capital sur certaines formations, c'est-à-dire déjà abonder les comptes sur des formations jugées prioritaires, et notamment tout ce qui concerne la transition numérique, et les formations dédiées pour le digital seront considérées effectivement comme prioritaires, c'est-à-dire que vous, en tant que salarié qui utilise votre CPF, vous n'aurez plus qu'un capital résiduel effectivement à verser pour pouvoir vous former. Donc ça, c'est déjà très intéressant. C'est le cas effectivement déjà pour les demandeurs d'emploi qui peuvent tout à fait demander à Pôle emploi, dans le cadre de la construction de leur projet professionnel et d'un besoin en formation, demander à Pôle emploi d'abonder leur compte CPF pour pouvoir se former. Voilà. Ok. À ce jour, tous les abonnements, les abonnements sont mobilisables, ou est-ce que c'est certains, il faut encore attendre un petit peu dans le temps? Non, il va falloir attendre effectivement. Par exemple, les abondements de l'État seront, à mon avis, réalisés à partir de 2021. Voilà, un début 2021. Alors, quelle est la politique CPF pour votre entreprise? Vous avez effectivement plusieurs choix. Vous pouvez considérer que le CPF n'est pas votre affaire puisqu'il est à la libre utilisation du salarié. Voilà, donc ça, c'est une première option. Finalement, vous ne vous occupez que du plan de développement des compétences et vous laissez finalement le salarié se débrouiller seul avec son CPF. Je pense que c'est dommage et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Vous pouvez au contraire informer et accompagner vos salariés. On l'a vu tout à l'heure, le moteur de recherche est peu efficient. C'est compliqué aussi de comparer plusieurs formations entre elles, de construire un vrai projet professionnel, de se demander effectivement quel niveau, quel diplôme, etc. Donc là, ça peut être tout à fait intéressant lors de l'entretien, en tous les cas, de guider et d'accompagner votre salarié. Vous pouvez aussi avoir une politique de facilitation du CPF, autre que financière. Par exemple, vous pouvez décider de laisser du temps à votre salarié sur le temps de travail pour se former. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez tout à fait lui permettre de se former sur le temps de travail. On pourra voir d'ailleurs aussi que vous pouvez vous-même en tant que salarié décider de vous former en hors temps de travail. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à votre employeur. Vous pouvez le faire sur des temps de soirée, sur des temps de week-end, voilà, sans même en parler à votre employeur. Ou vous pouvez, en tant qu'entreprise, décider d'avoir une politique d'abondement. On verra tous les cas possibles. Et enfin, vous pouvez décider de négocier un accord d'entreprise sur le CPF. Donc, par exemple, décider que pour toute une catégorie de salariés ou pour tous les salariés, vous allez abonder, donc donner un capital sur le compte CPF de l'ensemble des salariés ou d'une catégorie de salariés. Voilà. Mais qui dit accord d'entreprise dit forcément négociation avec les représentants du personnel. Tout à fait, exactement. D'accord. Donc, pour conclure là-dessus, le CPF, et c'est ce qu'a voulu le législateur, c'est un outil qui est vraiment dans une logique où ce sont les salariés qui prennent en main leur propre formation tout au long de leur vie. Mais on va dire que le cocktail gagnant, si je puis dire, c'est quand même une logique je dirais pas de négociation, mais en tout cas d'échange avec son entreprise pour que ce soit gagnant-gagnant, si je puis dire. Oui, tout à fait. Et je vais vous expliquer effectivement comment cela peut être gagnant-gagnant. Donc, dans le cadre d'une dotation volontaire, imaginons effectivement que votre salarié souhaite se former en cybersécurité. Vous estimez effectivement que c'est un
projet intéressant aussi pour votre entreprise. On l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de hackage, de piratage. Aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement sensible, aussi parce que les gens ont utilisé effectivement leurs propres outils dans le cadre du télétravail et donc rendant effectivement tout le système beaucoup plus vulnérable. Donc, vous pensez effectivement que c'est intéressant de sensibiliser l'ensemble de vos salariés à de la cybersécurité. Vous allez pouvoir décider effectivement, par exemple, de faire une dotation volontaire pour les salariés qui sont intéressés et donc vous allez abonder leur CPF. Donc on parlera d'un projet gagnant-gagnant puisque le salarié, lui, est intéressé, il veut monter en compétence sur ce sujet. L'entreprise aussi est tout à fait concernée par le sujet et estime que c'est un sujet prioritaire pour elle. Donc voilà, elle va en tous les cas abonder le compte salarié, enfin le compte CPF de son salarié pour lui permettre d'aller au bout de son projet de formation. Voilà. On l'a expliqué aussi tout à l'heure, il peut y avoir un abondement par accord d'entreprise, de groupe ou de branche, et on va donner chaque année une somme définie pour une catégorie de salariés. Ce capital n'est pas consommable tout de suite, il peut être consommable effectivement plus tard dans le temps, au moment où le salarié aura effectivement un projet à construire. Voilà. Alors, c'est là où ça se complique un petit peu. Si effectivement l'entreprise a failli à ses obligations de formation ou n'a pas formé ses salariés comme l'impose la loi au bout des 6 ans, par exemple pour tous les salariés aujourd'hui qui sont rentrés en 2014 dans votre entreprise, vous devez absolument les avoir formés au moins une fois, hors formation obligatoire, et vous devez aussi avoir en tous les cas, vous devez avoir eu votre salarié en entretien tous les 2 ans et vous devez faire un bilan à 6 ans. Si vous n'avez pas réalisé l'ensemble de ces obligations, vous allez devoir faire un abondement correctif. C'est-à-dire que vous allez devoir abonder le compte CPF de votre salarié d'un montant de 3 000 €. Donc là, on a effectivement, à cause de la crise sanitaire, le délai effectivement pour l'ensemble de ces échéances et de ces obligations a été modifié. Tout doit être fait avant effectivement la fin de cette année. Donc là, aujourd'hui, effectivement, il est urgent de former ou de répondre aux obligations d'entretien qu'impose la loi. Sinon, vous allez effectivement devoir verser 3 000 € sur le CPF de votre salarié. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas raisonner en se disant que c'est une sanction. Je pense que c'est très important pendant l'entretien de guider vraiment votre salarié, de lui expliquer toutes les possibilités qui s'offrent à lui pour monter en compétences, pour évoluer dans sa carrière, pour évoluer aussi au sein de votre entreprise. Il y a énormément de dispositifs. Il faut pouvoir lui parler du bilan de compétences, de la VAE, de tous les dispositifs qui s'offrent à lui, on le verra, pour se reconvertir, et comment effectivement il doit et il peut utiliser son CPF. C'est à vous aussi, en tant qu'employeur, de lui donner tous les codes et en tous les cas, de le renseigner et de l'accompagner au mieux sur son projet de formation. Voilà, c'est aussi un magnifique outil, je pense, de responsabilisation, de performance, d'implication de votre salarié. Okay. Antoine a une question. Antoine se pose la question suivante, c'est pour une formation gagnant-gagnant, le salarié peut avoir intérêt à traîner des pieds pour utiliser son CPF, c'est-à-dire qu'en fait, il pourrait attendre que l'employeur finance à 100% la formation pour que lui puisse effectivement garder, si je puis dire, ses crédits pour des formations, on va dire, un peu plus personnelles. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que, selon toi, il y a effectivement un risque qu'il y ait, d'une certaine façon, certaines personnes qui ne jouent pas le jeu? Oui, tout à fait. Et Antoine a raison de poser cette question. Je pense que de toute façon, il faut l'accord du salarié. C'est à la libre utilisation, effectivement, du salarié. Donc, l'employeur ne peut pas le forcer, effectivement, à utiliser son CPF. Dans ces cas-là, si, effectivement, c'est une formation métier ou une formation de compétences métiers que l'entreprise trouve indispensable, dans ces cas-là, il faut effectivement que cette formation soit financée sur le plan de développement de compétences et pas effectivement utiliser le CPF. Voilà, il faut vraiment que le salarié ait aussi vraiment cette envie pour effectivement utiliser son CPF. Sinon, l'employeur, l'entreprise a d'autres aussi façons effectivement de former et notamment via le plan de développement des compétences. Voilà. Alors, on l'a dit tout à l'heure, obligation d'entretien professionnel, obligation de formation. Cette obligation, effectivement, se traduit à travers
le fait que l'employeur doit s'assurer que la salariée a suivi donc une action de formation non obligatoire, on l'a dit tout à l'heure, ou a acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE, ou a bénéficié aussi d'une progression professionnelle ou salariale au cours de ces 6 dernières années. Donc on l'a dit, hein, l'abondement correctif et démarrage des contrôles dès début 2021. Voilà. Alors, on va passer maintenant au dispositif en alternance. Je vais prendre un exemple. Voilà, vous êtes une petite PME, vous êtes confronté à la nécessaire transformation digitale de votre entreprise et vous n'avez pas les compétences en interne. Quelle solution s'offre à vous? Vous pouvez effectivement décider d'embaucher une personne en contrat d'apprentissage ou en contrat de pro. Par exemple, suivrez un master 2 de chef de projet digital. C'est intéressant. Effectivement, pourquoi ça l'est d'autant plus depuis cet été? Puisque le gouvernement, étant donné la crise sanitaire et dans le cadre du plan de relance et voilà, de tout ce qui a été mis en place, a décidé effectivement de faire bénéficier aux entreprises d'une aide exceptionnelle à l'embauche des apprentis ou des salariés, des jeunes en contrat de pro. Donc, une aide à l'embauche de 8 000 € pour un alternant majeur et de 5 000 € pour un alternant mineur. Donc, le contrat doit être conclu du 1er juillet 2020 au 28 février. Voilà. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est sans condition. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, évidemment, c'est sous la réserve de respecter un quota d'alternants de 5%. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que aujourd'hui, un jeune qui est en contrat d'apprentissage et qui n'a pas encore trouvé de formation peut rester 6 mois dans son CFA sans forcément, effectivement, avoir en contrepartie une entreprise d'accueil. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est aussi quelque chose que je trouve tout à fait pertinent. Autre effectivement solution qui peut aussi s'offrir à vous en tant qu'entreprise, si vous souhaitez former, et d'ailleurs le salarié aussi souhaite se former sur une formation longue, vous pouvez aussi suspendre temporairement son contrat de travail pour lui permettre de suivre un contrat d'apprentissage, et ça jusqu'aux 29 ans révolus de la personne. Alors ça peut être aussi le cas si l'emploi de cette personne est directement menacé. Ça peut être intéressant de le faire basculer en contrat d'apprentissage et de lui permettre en plus de suivre à la clé donc une formation. Voilà. Et là, vous êtes évidemment éligible à l'aide. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Il est sous-entendu, bien sûr, que pour pouvoir utiliser cette option, il faut bien sûr l'accord du salarié également. Bien sûr, évidemment. Oui, oui, complètement. Lorsqu'on était lors de la première vague du Covid, lors du premier confinement, on a eu beaucoup d'interrogations et de craintes sur l'état des contrats d'apprentissage et de professionnalisation d'ailleurs, oui. Pour cette rentrée. Il semble que non seulement il n'y a pas eu de diminution, mais qu'au contraire, il y a eu une très forte augmentation du recours au contrat d'apprentissage. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Oui, tout à fait. On a eu un entretien avec une conseillère, justement, Atlas, qui me disait que ces aides exceptionnelles avaient véritablement fait bondir le nombre de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation. Donc, ça a eu un vrai effet dopant, en tous les cas, sur l'embauche, effectivement, de ces personnes en contrat de pro ou contrat d'apprentissage. Voilà. Alors, un autre dispositif qui me semble tout à fait intéressant, c'est le contrat de pro expérimental qui n'a pas encore pris tout à fait toute son envergure. Donc, il est aussi éligible à l'aide à l'embauche et il permet en tous les cas de sortir de la contrainte d'une formation forcément certifiante ou qualifiante, puisqu'il ouvre la possibilité d'acquérir simplement des blocs de compétences. Donc, il est vraiment très souple dans la façon de le manier. Donc là, l'entreprise peut former sur des besoins qu'elle souhaite absolument. Voilà. Et donc, cette souplesse est tout à fait intéressante pour le jeune qui souhaite suivre un contrat de pro expérimental ou pour l'entreprise qui souhaite vraiment avoir un parcours totalement sur mesure. Voilà. Okay. Stéphane, il y a une question. Tu disais tout à l'heure qu'un apprenti qui n'a pas de contrat avec un employeur peut attendre jusque 6 mois dans son CFA. Et dans ce cas-là, qui finance? Alors là, il y a effectivement, la législation a prévu, il y a bien un financement du CFA qui est prévu. Totalement. Donc là, il faut effectivement se rapprocher de son OPCO, mais un financement est prévu. Bien sûr, on ne laisse pas le CFA sans financement. Ça serait totalement inenvisageable. Voilà. Oui. Alors, autre dispositif aussi, la PROA, professionnalisation en alternance.
donc qui remplace la fameuse période de professionnalisation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est la possibilité pour des salariés en CDI, effectivement, de faire un avenant à leur contrat de travail pour être formés en alternance. Donc, effectivement, cette période de pro a été extrêmement utilisée à l'époque. C'était effectivement une vraie solution pour des salariés qui souhaitaient acquérir, par exemple, un diplôme de niveau supérieur. Donc, ça a été remplacé par la loi du 5 septembre 2018 par le dispositif professionnalisation en alternance, la fameuse Pro-A. Alors, le seul souci, c'est que c'est un dispositif qui est assez corseté, assez contraint, puisqu'il faut des accords de branche étendus pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça, c'est effectivement un peu dommage. On espère effectivement des assouplissements devraient intervenir assez rapidement. Dans le cadre du plan de relance aussi, l'État a remis de l'argent sur ce dispositif de façon assez importante. Voilà, donc il faut savoir que ce sont des dispositifs qui permettent de financer de la VAE, du socle de compétences, évidemment des certifications qui ne doivent pas dépasser le bac+3. Par contre, ça peut être des certifications de niveau inférieur ou égal pour quelqu'un qui souhaiterait se former sur des formations, par exemple, complémentaires. Ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, il faut se rapprocher aussi de son OPCO. Il faut faire effectivement très attention pour être sûr que la branche a bien signé que la formation choisie voilà, fait bien partie de ce qui a été ce qui a permis un accord de branche. Alors, juste Anne-Laure, je me permets de te couper. Stéphane revient, tu sais, sur la question du financement des apprentis lorsqu'ils ne sont pas, lorsqu'ils n'ont pas d'employeur alors qu'ils sont en CFA. Donc, tu as répondu pour le financement du CFA, mais le jeune, il est pas payé du coup pendant cette période, ou est-ce qu'il a éventuellement la possibilité d'avoir un dispositif Oui, si, aussi, tout à fait, oui. Ouais, complètement. Donc, la réponse, excuse-moi, j'ai pas entendu. Oui, si, le CFA donc dispose effectivement du paiement pour la formation, et le jeune aussi est financé. D'accord, très bien. Alors, ensuite, le projet de transition professionnelle, c'est l'ex-congé individuel de formation, vous vous en souvenez sûrement, qui était effectivement financé dans le cadre par les OPACIF, le fameux FONGECIF. Donc, la loi, effectivement, du 5 septembre 2018 a remplacé ce dispositif par un nouveau dispositif qui s'appelle projet de transition professionnelle. On l'appelle aussi CPF de transition. Pourquoi l'appelle-t-on CPF de transition? Parce qu'en fait, on va mobiliser le compte CPF du salarié et ce qui remplace aujourd'hui les OPACIF, c'est-à-dire les associations de transition pro, vont venir compléter ce financement. Alors attention, il y a des conditions d'éligibilité qui sont assez importantes. Il faut être un salarié du secteur privé en CDD ou CDI. Donc il faut déjà effectivement avoir 24 mois dans son entreprise. Je vais vous retrouver d'ailleurs exactement les conditions. Donc, vous devez avoir travaillé 24 mois au cours des 12 dernières années au sein donc, de votre entreprise actuelle. Et si vous êtes en CDD, il faut avoir travaillé 24 mois au cours des 5 dernières années. Voilà, donc ça, c'est tout à fait important. Vous êtes aussi intérimaire ou intermittent, vous avez aussi des conditions possibles pour pouvoir accéder à ce dispositif. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de changer de métier, de secteur d'activité, de changer de profession. Et la prise en charge de la formation et du salaire sera effectivement selon certaines conditions. Votre dossier sera étudié, mais en tous les cas, vous aurez un maintien de votre salaire et la formation les coûts de formation seront pris en charge. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui vraiment permet cette reconversion. C'est un dispositif en tous les cas intéressant pour ce projet de reconversion. D'accord. Donc là, on est dans une logique, effectivement, ce sont les salariés qui veulent se reconvertir, mais j'imagine que ça peut aussi intéresser des entreprises qui ont un virement stratégique. Je pense par exemple à un commerçant qui veut développer une branche e-commerce. Il peut également, par ce biais, peut-être proposer à un salarié de se former sur les métiers du e-commerce en complément des métiers du commerce tout court, quoi. Oui, tout à fait, mais c'est un peu de la même façon que le CPF, c'est vraiment au libre choix du salarié qui décide ou pas de se reconvertir. Donc, c'est lui qui va monter son dossier, c'est lui qui va se rapprocher de Transition Pro, qui va effectivement s'assurer que son dossier est bien éligible. Donc, il faut correspondre à un certain nombre de critères. Il faut que votre projet soit cohérent. Il faut effectivement que le choix de la formation soit pertinent et il faut qu'il y ait des perspectives d'emploi, des débouchés
dans le cadre du bassin d'emploi de votre région. Voilà, ça c'est vraiment des critères indispensables. Et même si vous répondez à l'ensemble de ces critères, vous n'êtes pas sûr d'être éligible. Hein. Donc il y a effectivement une commission paritaire qui va regarder l'ensemble du dossier en fonction effectivement des montants et du budget. On ne va pas pouvoir effectivement donner accès à tout le monde sur ce type de dispositif. Voilà. Sachant que dans le cadre du plan de relance aussi, l'État a souhaité remettre une enveloppe financière pour ce dispositif, hein, puisqu'il avait été un petit peu déshabillé financièrement dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018, pas suffisamment financé, en tous les cas pas comme l'été où pouvaient l'être les congés individuels de formation. Donc voilà, dans le cadre de ce plan de relance, je pense que les choses vont évoluer positivement. Voilà. Alors Fabrice a une remarque ou une question, donc je te la lis. Le CIF s'adresse plus aux personnes qui veulent se reconvertir et pas, je pense, aux entreprises qui veulent faire évoluer leurs salariés. Donc il me répond en fait plus à moi qu'à toi, mais tu avais donné à peu près la même réponse. Donc effectivement, on va partir du principe que, comme pour le CPF, c'est d'abord un outil pour les salariés et moins pour les entreprises, au moins dans l'esprit. Tout à fait. Non, non, mais je suis effectivement tout à fait d'accord avec cette remarque. Hein. C'est vraiment, ça s'adresse aux personnes qui souhaitent se reconvertir. Voilà. En termes de conseils, est-ce qu'il peut être bien vu, si je puis dire, ou en tout cas, est-ce qu'on peut gagner des points au niveau de la commission qui valide ton dossier si tu as préalablement fait un bilan de compétences? Oui, tout à fait. Oui, 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 complètement. Oui, oui. Je vais avancer vite parce que je vois que l'heure tourne. Alors, autre dispositif très récent, effectivement mis en place aussi dans le cadre du plan de relance, c'est le dispositif transition collective. On s'est rendu compte que la crise allait fortement impacter les entreprises, que des métiers risquent de disparaître. Donc, ce dispositif très novateur est tout à fait récent. Voilà, vise effectivement à permettre à des personnes de se reconvertir vers des métiers en tension ou vers des métiers qui recrutent. Et il vise évidemment totalement la reconversion professionnelle des salariés dont l'emploi est menacé. Voilà. Donc ce dispositif sera opérationnel en fin d'année ou début d'année 2021. Ce qui est intéressant, c'est que 100% des coûts de formation seront pris en charge, hein, et notamment pour les salariés qui sont dans des TPE ou PME. Voilà. Là aussi, ce sera géré par les associations Transition Pro et les OPCO. Donc, je vous conseille effectivement de vous rapprocher de vos OPCO respectives. Et ce qui est intéressant aussi et assez novateur, c'est que on aura une plateforme qui permettra de mettre en lien les entreprises dont les salariés veulent se reconvertir et les entreprises effectivement qui souhaitent embaucher. Voilà. Donc, je pense voilà, il y aura des focus dans la presse, en tous les cas, sur ce dispositif. Et je pense qu'on va en parler. Pas mal d'argent a été mis aussi sur la table hein, pour permettre effectivement aux salariés de se reconvertir suite effectivement à l'impact très fort de la crise qui s'annonce. D'accord. J'imagine que ce système-là sera un peu automatisé à chaque plan de licenciement. On verra de toutes les façons, je pense qu'on en saura plus très rapidement. Là, il y a eu un effet d'annonce fort. Toutes les conditions seront données, je pense, assez rapidement. Alors, dernier focus sur le FNE Formation, Fonds national pour l'emploi, qui, si vous vous en souvenez bien, pendant le premier confinement, avait donné lieu effectivement à la prise en charge hein, des coûts pédagogiques de formation pour tous les salariés qui sont en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Ça ne concerne effectivement pas les alternants ni les stagiaires. Donc, cette prise en charge hein, des frais pédagogiques, elle est possible donc pour toutes les actions de formation certifiantes ou non, pour le bilan de compétences, la VAE. Voilà. Donc, effectivement, plutôt que de licencier, l'idée, c'était essayer de former au maximum vos salariés. Toutes les thématiques hein, de formation sont concernées, toutes les durées aussi, toutes les modalités. Là, aujourd'hui, effectivement, on considère qu'on est en confinement. Donc, il faut former à distance, sauf pour les formations, effectivement, qui nécessitent absolument du présentiel. Voilà. Possible aussi pour les formations en interne et pour l'action de formation en situation de travail. 4 limites. Hein, les formations obligatoires à la sécurité ne sont pas éligibles. On ne peut pas non plus faire du e-learning non tutoré. Des webinaires comme celui-ci, par exemple, ne pourraient pas faire partie des actions éligibles puisque de toutes les façons, c'est gratuit. Le coaching et les formations pour lesquelles le CPF a déjà été mobilisé. Voilà. Alors,
conditions d'application importantes, la formation doit avoir lieu pendant les heures de l'activité partielle. Imaginons que vous avez un salarié qui est en activité partielle le lundi et le jeudi, vous ne pouvez le former que le lundi et le jeudi, et pas les autres jours. Voilà. Et pendant la période aussi de l'activité partielle, vous devez demander évidemment son accord écrit au salarié. La formation doit être réalisée, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, en présentiel, distanciel ou en blended learning. Et puis, depuis le 1er novembre, fin des publics mixtes. Pendant la période, effectivement, qui avait démarré en mars, on pouvait former plusieurs salariés qui étaient en activité partielle avec des salariés qui n'étaient pas, eux, en activité partielle, dans une forme de groupe, effectivement, qui pouvait inclure ces deux types de publics. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, c'est vraiment la fin des publics mixtes et les formations sont possibles donc jusqu'au 30 juin 2021. Voilà. Alors, attention, depuis le 1er novembre, les coûts de prise en charge ont changé, puisque aujourd'hui, pour l'activité partielle classique, ces coûts ont été ramenés à 70% de prise en charge. Certains pensent qu'en se rapprochant des OPCO, on peut peut-être avoir effectivement des financements complémentaires. C'est pas sûr. Et ça, c'est effectivement à voir avec vos OPCO respectives. Pour l'activité partielle de longue durée, donc c'est 80% des coûts pédagogiques qui sont pris en charge. Voilà, et 100% des coûts pour les secteurs qui sont les plus impactés par la crise. Donc là aussi, je vous conseille effectivement de vous rapprocher de vos OPCO respectives. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions plus particulières sur le FNE. Moi, une question. Lors du premier confinement, il y avait, et tu me corriges si je me trompe, un plafond donc de cette aide de 1 500 €. Est-ce qu'on en est au même niveau? Non, il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de plafond. D'accord. Donc, il y a une prise en charge un peu moindre. Par contre, le plafond, il n'y en a plus. Donc, de ce côté-là, c'est plus intéressant, si je puis dire. Complètement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si des salariés ont déjà été formés dans le cadre du FNE formation, ils peuvent tout à fait être reformés dans le cadre de ce FNE formation. Voilà. Ok. Et autre question, oui. Question, quand tu dis activité partielle de longue durée, c'est quoi une activité partielle de longue durée par rapport à une activité partielle classique? Donc là, effectivement, il faut avoir signé un accord de longue durée. Et là, c'est tellement de longue durée que, en fait, on peut former et on peut être en activité partielle de longue durée jusqu'en juin 2022. Voilà. D'accord. Non, c'est très, très longue durée. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions sur le FNE formation, on va conclure, peut-être. Je ne sais pas, Jimmy, si tu… Alors, je ne vois pas d'autres questions. A priori, personne, effectivement, n'est en train de noter des éléments complémentaires. Moi, j'avoue que pour moi, c'était relativement complet. Donc, effectivement, tu peux effectivement conclure sur cette partie. Donc, je conclus. La formation est un formidable levier de motivation et de performance pour vos salariés. Donc, vous avez vu, il y a une richesse infinie de dispositifs possibles, sachant que ça évolue effectivement chaque jour. Le FNE formation, il faut être très vigilant sur toutes les conditions parce qu'elles continuent d'évoluer. Les dispositifs aussi continuent d'évoluer. Vous avez vu avec transition collective, effectivement, c'est encore un nouveau dispositif qui existe. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille, effectivement, c'est de profiter de l'ensemble de ces dispositifs pour, en tous les cas, vous former, vous, en tant que salarié, et former aussi vos salariés quand vous êtes une entreprise, et veiller, effectivement, à l'employabilité de vos salariés. Ça, c'est absolument essentiel. Et de veiller aussi à votre propre employabilité, puisque les compétences deviennent très vite obsolètes, et la formation est vraiment un levier incontournable, en tous les cas, pour rester employable tout au long de sa carrière. Voilà. Alors, nous allons effectivement vous parler de notre prochain rendez-vous, normalement qui aura lieu le 8 décembre à 11h. Donc, on fera un focus plus particulier sur la politique CPF des entreprises et on donnera la parole à une DRH. Voilà. On vous donnera l'ensemble des éléments d'information en temps voulu. Alors, Dany a une nouvelle question. Selon toi, quelles formations ont été essentiellement mises en place durant le confinement? Est-ce qu'il y a eu des thématiques particulières qui ont été particulièrement demandées durant la phase du confinement? En tous les cas, il y a eu des thématiques qui ont été éminemment liées
au confinement et au télétravail. Par exemple, beaucoup de formations sur manager à distance, se former à distance, faire une réunion à distance, etc., etc. Hein, beaucoup de choses sur ces thématiques-là. Voilà. J'avais aussi entendu parler beaucoup de formations sur la gestion de projet. Oui, oui. Enfin, ça, de toutes les façons, c'est une formation qui est souvent demandée. On l'a vérifié encore hier dans l'entretien que nous avons eu avec la conseillère Atlas, qui nous disait que c'était une formation qui était très demandée toute l'année et quelles que soient effectivement les conditions de financement possibles et quel que soit le dispositif activé. Voilà. J'imagine que le numérique également, au-delà des oui. Le management à distance, ça peine forcément du numérique, donc ça doit être quelque chose qui est également très demandé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, on vous redonnera en tous les cas toutes les précisions hein, sur le prochain webinaire qui aura lieu le 8 décembre à 11 h, même heure. On essaye effectivement d'avoir des webinaires tous les mois. Donc voilà, et de suivre en tous les cas ce rythme. On tient le rythme. Voilà. Jimmy, je te laisse la parole. On va peut-être conclure. Oui, conclure. Simplement, donc, avant de remercier, d'abord te remercier toi, Anne-Laure, parce que franchement, j'ai trouvé ça très, très clair et très complet. Donc, merci. En plus, tu as tenu parfaitement le timing, puisqu'on a fait 42 minutes, donc on est un tout petit peu en dessous de 45 minutes, donc bravo à toi. Simplement, Anne-Laure, peut-être tu pourrais mettre ton adresse mail dans la partie chat, comme ça, si d'autres personnes veulent effectivement te recontacter pour d'autres questions à l'avenir qui puissent effectivement… Voilà, c'est sûr. Parfait, voilà. Donc, tes coordonnées, c'est très bien. Donc, vous pouvez rappeler effectivement Anne-Laure Collat, vous n'hésitez pas. Elle pourra répondre effectivement à vos questions et vous aiguiller dans vos démarches effectivement de formation ou de financement à la formation. Donc, merci à tous. Merci Antoine donc, pour ta remarque. Merci Sophie. Donc, on vous donne donc rendez-vous le 8 décembre prochain. Vous pouvez tout de suite le noter dans votre agenda. Et donc, on aura la possibilité d'aller encore un petit peu plus loin avec des choses plus concrètes encore avec l'intervention d'un responsable RH comme l'a annoncé Anne-Laure. Voilà, merci à vous. Merci pour votre attention, votre participation et vos questions. Merci et à bientôt. Au revoir. Et à bientôt.